Bienvenue dans Quête de Sens. Aujourd'hui, on s'intéresse au haut potentiel avec une spécialiste, Nathalie Alstein, qui a écrit Les émotifs talentueux. Elle est conférencière spécialisée au potentiel hypersensibilité. Elle est notamment fondatrice du congrès Douance pour les hauts potentiels. Et aujourd'hui, eh bien, elle nous parle de comment finalement trouver du sens quand on se sent un petit peu différent de la norme. Alors, Nathalie, vous êtes coach, mentor, conférencière spécialisée dans la douance, hein, et vous avez écrit Émotifs talentueux. Vous êtes d'ailleurs en ce moment en train d'écrire un deuxième livre. Vous allez nous expliquer tout à l'heure dans votre actualité quel sera ce livre, si vous le voulez bien, hein, si je peux avoir cet exclu. Alors, vous expliquez dans ce livre notamment que vous aviez l'impression d'être une extraterrestre, hein, étant donné que vous faites partie de cette catégorie de haut potentiel. Alors, quand on entend ce mot haut potentiel, on a l'impression que c'est quelque chose d'extraordinaire, que du coup, on est dans un étage dans notre vie qui fait que on a une vie magique, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça s'est passé pour vous quand vous avez découvert cette douance et en quoi finalement ça a changé votre vie d'apprendre que vous étiez au potentiel? Des années, je me suis demandé ce qui fonctionnait pas avec moi. Pourquoi je n'arrivais pas à m'adapter à cette norme qui, je ne remettais même pas en question que cette norme était à remettre en question. Hein, parce que j'ai grandi dans un milieu où on fait bien les choses comme il faut, etc. Et donc, moi, c'était clair que je n'arrivais pas à m'adapter. Et puis, voilà, je pense que quand c'est le moment de découvrir le hasard fait bien les choses, moi, à travers mon beau-fils qui avait de la difficulté à l'école et différentes expériences, mais tout d'un coup, j'ai découvert ce monde du haut potentiel. J'ai eu en main certains livres et je me suis dit, waouh, ça c'est moi. Et donc pour moi, c'était vraiment un stade de révolution complet parce que je pensais pas que j'étais intelligente. Donc, je me disais que j'étais pas intelligente. Je savais que j'avais une intelligence pratico-pratique. Et puis, pour moi, il y avait cette idée que quelqu'un d'intelligent, ça réussissait tout, que c'était bon en maths. Moi, j'étais super mauvaise en maths. Moi aussi. Que pouvait faire Harvard, enfin, plein de clichés comme ça. Moi aussi. Et donc, le haut potentiel, c'était juste. Alors en plus au potentiel surdoué, enfin c'était juste pas moi quoi. Cette position en hauteur, enfin voilà. Et quand j'ai découvert ça, quand j'ai pu mettre des mots sur ce qu'aujourd'hui j'appelle une grille de lecture, ça a révolutionné mon monde. Il y a eu un switch incroyable en me disant mais au fond oui j'ai des talents. J'ai commencé à les reconnaître. Il y a vraiment eu un changement de regard et ces talents. Qu'est-ce que je peux en faire pour faire profiter le monde de enfin, si on me les a donnés, c'est qu'ils sont là pour quelque chose. Ça, je suis très habitée par ça, en fait. Donc, pour moi, ça a été une révolution complète. Mais c'est génial, hein. Franchement, ce livre est super. Moi, je m'y retrouve beaucoup. Et à nouveau, moi, je peux pas m'imaginer, alors que je me retrouve dans tout ce qui est écrit dans ce livre, je peux pas du tout imaginer faire un test et me dire que je le suis. C'est même pas envisageable, en fait. Parce qu'effectivement, C'est un classique. Je ne dis pas non parce que vous l'êtes pas. Je dis c'est un grand classique. Moi, je fais une petite parenthèse. J'ai été passer le bilan pour avoir la preuve que je n'étais pas concernée. Ah oui, je pourrais peut-être faire ça alors. Et sauf que le chiffre qui est sorti, c'est oui, il n'y a pas de doute quoi. Je veux dire. Et longtemps j'ai cru non, elle s'est trompée. Mais vous n'avez pas la peur, vous n'aviez pas la peur de l'échec. C'est plutôt la peur qu'on me dise que j'ai un QI à -20. Ça va pas en négatif, donc ça peut pas. Il y a cette ambiguïté, c'est courageux à un moment donné de faire un bilan et ça n'est pas nécessairement obligatoire, c'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas moi c'est l'étape que j'ai souhaité faire et donc oui j'étais super stressée. La première épreuve je l'ai loupée. D'ailleurs, je l'appelle épreuve alors que c'est pas une épreuve. Je le dis maintenant encore avec de l'émotionnel. Mais la première partie, la dame m'a regardée, elle m'a dit « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Tellement j'étais stressée. Ah ouais, alors en plus, c'est important de le savoir parce que dans le livre, vous en parlez, en fait, l'être humain a ce besoin d'appartenance, hein, et ayant ce besoin d'appartenance, il a besoin finalement de correspondre à une certaine norme pour avoir le sentiment d'appartenir à un groupe, surtout dans un monde où on est quand même beaucoup sous influence, hein. Tout n'est plus qu'influence, les médias,
médias, les réseaux sociaux, etc. Et c'est vrai que quand on est un petit peu différent, c'est pas toujours facile de trouver sa place. Donc, comment on peut faire pour cultiver sa singularité dans un monde qui nous demande de correspondre à une certaine norme, alors qu'on est complètement hors norme dans notre manière de fonctionner, d'être, et qu'on doit tout le temps se suradapter à l'autre. Alors, je trouve ça assez intéressant parce que c'est vrai qu'il y a une norme et en même temps, notre monde est tellement en train d'évoluer que je ne suis même plus sûre qu'il y ait Oui, une vraie norme. effectivement, tout est en Donc, train d'être chamboulé, remis en question, toutes les croyances c'est religieuses et d'autant plus tout. compliqué, voilà. Donc, il y a ça, hein, les émotifs talentueux. Hein. Je rappelle qu'émotif talentueux, ça vient de E.T., l'extraterrestre. Hein. On a mis derrière le E émotif et le T talentueux. Mais les émotifs talentueux, non seulement ils essayent de ressembler à une norme, parce que c'est ça qu'on apprend, hein, je veux dire, à s'adapter quand on ne sait pas qu'il y a cette autorisation à être soi, okay, dans un monde qui est complexe. Donc, moi, la première chose, c'est il y a vraiment cette connaissance de soi qui est importante. Cette connaissance de soi, alors ça fait partie déjà de ce que je suis en train d'écrire. Hein. J'ai conçu un modèle que j'appelle en résumé les 5 graines. Alors, un petit clin d'œil 5G parce que ça fait speed pour les hauts C'est potentiels. Mais génial. la première graine, c'est la graine de connaissance. Et donc, pour tout être humain, c'est important de pouvoir apprendre à se connaître, y compris dans ses singularités. Et donc, quand les personnes m'écoutent, quand vous lisez mon livre, quand vous regardez des vidéos, etc., il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui ne vont pas vous parler. Pour moi, cultiver cette graine de connaissance, c'est sortir de la tête, ce qu'on fait très bien, je veux dire, rester dans le mental, etc. C'est vraiment s'approprier cette grille de lecture et ces éléments qui nous parlent. Ah oui, ça c'est moi. Ah non, ça c'est pas moi. Okay. Je parlais tout à l'heure de maths, il y a des hauts potentiels qui sont excellents en Oui. maths. Okay. Moi, je ne le suis pas. Okay. J'ai un mode d'apprentissage qui n'est pas forcément le mode d'apprentissage de tous les HP. Il y a chez moi une énorme sensibilité, une très haute sensibilité avec tout le côté intuitif qui n'est pas forcément perçu de la même manière et vécu de la même manière chez tout le monde. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment la première chose. C'est vraiment se réapproprier qui on est. Et aller creuser, aller à l'intérieur, aller voir, et c'est un travail de fond. C'est pas forcément quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est presque le travail de toute une vie. Okay. Et donc, pour répondre à la question, pour moi, c'est pas prendre sa place, c'est occuper sa place. Quelle est là notre place? Il y a quelque chose. Et petit à petit, c'est vraiment avec cette deuxième graine que j'appelle la graine de sagesse. La graine de sagesse, c'est celle qui nous permet d'observer ce qui se passe chez nous. Et la relation, pour ça, est super intéressante parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un truc qui se passe dans la relation? Qu'est-ce qui fait que, ah, mais non, avec celui-là, je me sens super bien. Ah, mais quand on parle de ça, c'est compliqué. Oh, c'est super rapide avec telle personne. Alors, dans la relation, mais dans ce qu'on vit, dans les environnements, etc., c'est d'observer ce qui se passe et aussi de voir ce qui se passe au niveau des ressentis. Parce que graine de sagesse comme le vieux sage qui, à travers nos expériences, nous permet de voir, mais qu'est-ce qui me correspond vraiment ou pas. Et pour certaines personnes, je vais juste faire un petit ricochet pour boucler la boucle et donner la vue d'ensemble, mais pour certaines personnes, c'est loin d'être évident de s'autoriser à ça. Parce que on s'est suradapté pendant des années parce qu'il y a des messages, des injonctions qui nous disent, moi je sais que j'ai beaucoup entendu quand j'étais petite que j'avais un sale caractère. Moi, j'étais Parce que je suis impertinente. juste intense. Mais voilà, oui, ça c'est un grand classique chez les HP parce que probablement vous voyez exactement ce qui se passe et que vous, dans votre authenticité, vous disiez. Et donc c'est commencer à déconstruire ça et à s'autoriser. Et ça nécessite un minimum de sécurité intérieure. Okay. C'est un autre sujet, hein. C'est le contexte dans lequel on a grandi. Si on a tout le temps entendu « Ah mais non, t'es pas adéquate, ah mais non, tu peux pas, t'es impertinente, moi t'as un sale caractère, etc. » Ça crée pas de la sécurité parce qu'on ne nous autorise pas, on ne nous valorise pas, parce que quelque part l'impertinence, ça peut être exprimé d'une autre manière, ça peut être « Waouh, Nancy, elle a cette capacité de voir les choses et de tout de suite identifier des choses... » et elle les dit de manière ouvertement. Par contre, ça serait peut-être intéressant qu'elle apprenne à les dire de manière plus soft, d'emballer, parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir ça, mais en soi, à la base, c'est une qualité. Ouais, c'est ça, c'est voir les choses sous un autre angle. Hein. Et, et donc, vous parlez aussi de l'importance d'écouter aussi ses besoins. On parlait d'écouter ses ressentis. Juste une petite parenthèse. Par exemple, je ne sais pas si vous croyez au HPI, HPE, mais en tout cas, il y a des HP qui sont coupés de leurs émotions, leurs émotions, et il y a des HP qui sont à fond dans l'émotion. Et alors, quand on met
un HP qui est un peu hyposensible avec un HP qui est hypersensible, est-ce que ça peut matcher ça ou pas du tout? Parce que du coup, les modes de fonctionnement sont complexes de toutes parts. Bon, de toute façon, l'humain est complexe, mais là encore plus. En même temps, c'est cette complexité que les HPM, mais à l'inverse, là, c'est deux univers qui s'opposent. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est complémentaire aussi, je sais pas. Et pas. Il y a plein de questions au sein de la même question, donc je vais remettre la question de l'intensité émotionnelle. Alors oui, il y a des personnes qui se coupent parce que c'est leur mode de défense et leur système, leur mode de fonctionnement et leur système de défense. Ok. Il y a des tas d'études et elles sont pas toutes d'accord. Hein. Quand on fait des études, on essaie de démontrer ce qu'on veut prouver. Il y a des études qui montrent que la personne à haut potentiel est concernée par la haute sensibilité et puis d'autres qui vont pas forcément dans ce sens-là. Ok. Moi, je travaille avec ceux qui sont concernés dans la haute sensibilité, mais je vois qu'il y a certaines personnes qui se coupent effectivement parce que c'est trop dangereux. Il n'y a pas suffisamment de sécurité intérieure. Et ça parle d'intelligence émotionnelle. Il y a des travaux qui ont été faits sur l'intelligence émotionnelle et il y en a d'autres. Et Dabrowski en parle très très bien, on en parle dans mon livre aussi. Dabrowski parle des hyper-stimulabilités. Et donc, il y a une intensité, mais elle n'est pas qu'émotionnelle. Elle peut être aussi cérébrale, intellectuelle, créative, psychomotrice. Et bon, il y a, moi j'en fais partie, j'ai les 5. Okay, donc, c'est toujours très intense chez moi. Okay. Donc, la question qui est, est-ce que ça peut matcher? Okay. Il y a tellement de choses qui font que ça matche ou que ça ne matche pas dans une relation. Je pense avant tout, pour moi, la base, c'est que chacun soit au clair avec son mode de fonctionnement. Et parce que si on n'est pas au clair avec nos modes de fonctionnement et nos besoins, donc, et l'intensité de nos besoins, parce que les besoins, ils sont les mêmes chez tout le monde, c'est juste qu'ils ne s'expriment pas de la même manière et qu'ils ne sont pas avec la même intensité. À partir du moment où chacun est en phase avec ça et se respecte et n'est pas dans une suradaptation constante, il y a déjà une bonne base pour pouvoir effectivement, pour que ça fonctionne, évidemment. Ce qui veut dire aussi qu'une personne comme moi, je suis hyper intense, donc en relation, je sais qu'il y a des moments où je vais faire un tour parce que l'autre, il n'a pas à recevoir mon intensité et que face à moi, si j'ai des personnes qui ne montrent rien, ça peut être compliqué. Mais une fois de plus, pour moi, une relation, c'est un espace de développement. Je vois pas la relation autrement, ok. Et donc la vraie question, à mon sens, c'est est-ce que chacun des partenaires, et plus encore dans une relation amoureuse, est-ce que chacun des partenaires est prêt à faire ce travail de développement en Ouais. conscience? Je crois de plus en plus à ça aujourd'hui. On va en parler de la conscience, hein, ces différences de conscience et d'éveil, hein, quelque part, qui peuvent créer des conflits relationnels. Or, je pense que le sens se trouve aussi quand on est équilibré par rapport à notre environnement et effectivement la qualité de nos relations. C'est la base, je pense, pour une vie heureuse. C'est d'avoir quand même des relations qui nous tirent vers le haut et Oui, vice-versa. Et pour moi, voilà, c'est le socle. C'est vraiment l'environnement. mais vraiment. Et il y a, La relation et en plus qu'il soit dans l'ouverture du cœur. exactement. Et donc, les besoins sont hyper importants. Et donc là, vous parlez des 6 besoins d'Anthony Robbins. Je ne les connaissais pas. Et pourtant, c'est un super influenceur. Alors, il parle du besoin de certitude, d'incertitude, de reconnaissance, d'amour, de connexion, de croissance, de contribution. On voit qu'il y a comme une contradiction entre le besoin de certitude et d'incertitude. Ce qui peut finalement se poser dans notre vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie de vivre, par exemple, une super belle histoire d'amour et à l'inverse, avoir envie de liberté. Ce qui en soi, quelque part, on veut de la certitude avec une histoire d'amour sérieuse sur du long terme et tout ça, mais on veut de la liberté, donc ça peut créer de l'incertitude. Donc comment on fait pour faire danser finalement sa complexité intérieure en écoutant nos besoins qui peuvent être paradoxaux? Alors, je vais juste remettre en place parce qu'il y a vraiment un socle à replacer avec le besoin de certitude qui est celui d'avoir effectivement des certitudes, des projets et quelque part qui parle de la sécurité intérieure. Okay. On a besoin de ça et ça se travaille. Et s'il n'y a pas eu de reconnaissance, de validation quand on était enfant, il y a plein de choses à dire à ce niveau-là. Si on n'a pas cette sécurité intérieure, ce sera plus difficile de vivre le besoin suivant, hein, et c'est bien le suivant, à travailler dans cet ordre-là. Le besoin d'incertitude, c'est le fait que, et je pense très sincèrement que les HP sont
assez connecté à ce besoin, c'est qu'il y ait des nouveautés, des nouveaux Ouais. projets, des surprises, etc. Mais s'il n'y a pas cette sécurité de base, ça risque de pas être simple, évidemment. Dans le couple, dans la relation de manière générale, on peut se poser la question, c'est quoi la liberté finalement? Parce que vous le dites très à propos, hein, l'être humain a besoin de relations. Et donc le grand piège, c'est de se dire, moi, j'ai pas besoin d'être dans une relation amoureuse, je fais ma vie. Est-ce que c'est vraiment ça la liberté? Ou est-ce que la liberté, c'est d'être libre d'être soi-même, d'écouter nos besoins, de pouvoir les exprimer, d'oser les exprimer, d'avoir le courage de les exprimer face à l'autre, d'oser se dévoiler. Et se dévoiler en étant fier d'être qui nous sommes. Et avoir en face de nous quelqu'un qui nous accueille pleinement là-dedans et qui fait la même chose. Ça, pour moi, je pense que c'est en tout cas une proposition de définir cette liberté. Et donc, pour revenir à la question initiale, ça veut donc dire qu'on ne sera jamais certain de rien. Moi, je ne peux pas m'engager vis-à-vis d'un amoureux que je serai encore amoureuse de lui dans 5 ans. Hein, j'en sais rien, moi. C'est ça tout le paradoxe du mariage. En tout cas, On c'est le dit oui paradoxe pour de la la vie, mais norme qu'est-ce telle qu'on qu'on nous a fait? dit. Mais ça, une fois de plus, c'est la norme. Et je trouve que c'est intéressant de questionner, c'est quoi notre norme à deux? Qu'est-ce qui est important? Est-ce que dans le couple, c'est important de s'engager pour la vie? Moi, je sais que je suis incapable de dire ça. Je ne veux pas. Je pense que n'importe qui pourrait être méga amoureuse d'un homme. Je ne pourrais pas lui dire, oui, ok, je m'engage pour la vie. Par contre, faire un bout de chemin et travailler en conscience et revalider régulièrement ok, où est-ce qu'on est? Est-ce que ça nous convient toujours? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, bon, moi, je crois plus au truc j'ai cru ça longtemps, hein, un conte de fées, se marièrent et vivre et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ça, c'est, ok, est-ce que notre relation est encore satisfaisante aujourd'hui? De quoi on a besoin pour qu'elle soit ok pour chacun? Qu'est-ce qui a besoin de réguler et je pense que quand on le fait en conscience, mais ça demande alors entre guillemets du travail. J'aime pas le mot parce que ça fait lourd, mais quand il y a cette ouverture du cœur et cette capacité de le dire, ça pour moi c'est la vraie liberté. Oui. Et peut-être qu'un jour c'est se dire ok, on a vécu X temps et encore peut-être qu'on a décidé parce que c'était pas notre choix de ne pas vivre ensemble. Il y a tellement de manières de vivre le couple que chaque personne, enfin chaque couple peut décider d'avoir. Et ça me semble tellement important de valider ça en fait. Mais ça correspond pas à la norme. Non, ça correspond pas à la norme et c'est surtout difficile d'avoir un partenaire qui nous accueille exactement comme on est C'est que pas le bon et alors. qui accepte qu'on puisse parler de complexité sans se sentir attaqué, on va dire. Enfin voilà, c'est pas toujours évident finalement d'avoir des conversations fluides en étant pleinement soi-même avec l'autre, quoi. Alors, en même temps, moi, ça questionne. Est-ce que c'est le partenaire avec qui on a envie de faire un bout de chemin si les conversations ne sont pas fluides? Oui, effectivement. Enfin, Ouais. je questionne vraiment ça. Parce que ça suppose, surtout si on est au début du parcours de découverte, ça suppose aussi de se dire qu'on a le droit d'être soi-même. Moi, il y a des tas de femmes qui me disent je fais peur aux hommes. Oui, peut-être, mais pas à tous les hommes. Bah, je sais pas, quand on est a... hyper émotive, non, effectivement, on fait pas peur à tous les hommes, mais il y a quand même une partie des hommes qui vont être perdus avec nous. Mais alors, à titre personnel, qu'est-ce qu'on demande quand on est dans notre hyper-émotivité? Qu'est-ce qu'on demande à un homme? C'est une vraie question. Bah, de nous, en fait, on est à cœur ouvert, en fait, et juste, ouais, de, Alors, je sais pas. perso, ouais, alors, en fait, c'est une question que je me suis longtemps posée. Je n'ai pas, mais que ce soit dans une relation amoureuse ou que ce soit dans n'importe quelle relation, à demander à l'autre de prendre en charge mon émotivité, mon Évidemment. émotion, mon intensité. Euh, je... Alors, parce que ça, oui, ça fait peur à l'autre. Euh, j'ai besoin, moi, d'apprendre à réguler cette émotion. Bien sûr, je peux l'exprimer. Bien sûr, ça me fait plaisir et c'est important qu'en face de moi, la personne puisse reconnaître que je vis quelque chose. Mais je ne lui demande pas de prendre ça en charge. Je ne lui demande pas non plus de me rassurer. Je ne lui demande pas de me remplir. Ça, c'est mon job à moi, toute seule, de mon côté. Et c'est fait partie de tout le travail de croissance personnelle. Et moi, je dis croissance personnelle.
parce que voilà, je préfère ça que développement personnel. Hein. Ça veut dire que dans la croissance personnelle, et on pourrait même dire dans cette ouverture spirituelle, je m'accueille telle que je suis, je me répare et je reviens à ma sécurité intérieure. Oui, alors je me suis posé la question justement récemment sur le développement personnel. À la page 130, vous dites se découvrir surdoué, multipotentiel ou hypersensible, avec un ou plusieurs troubles ou non, c'est avoir accès à de nouvelles données essentielles pour mieux se comprendre. Mais bien des personnes associent le moment où elles apprennent qu'elles ont cette différence de la norme, de la dite norme. À ce moment-là, il y a une forme de deuil en fait. Hein. C'est laisser derrière nous la personne ou des morceaux de personne que nous pensions être. Et vous dites, j'entends souvent, il y a un avant-après cette découverte. Effectivement, c'est une période de rupture par rapport au passé. Et en fait, ma question du moment, c'est est-ce qu'il vaut pas mieux à un moment donné avancer? On parlait de conscience en n'étant pas forcément éveillé, sans se poser de questions. Parce que j'ai l'impression que quand même, le jour où on commence à se poser de questions, ça chamboule pas mal nos vies. Et ce qui peut être vachement perturbant quand même. Donc, qu'est-ce qui a le plus de sens? Alors moi, je crois que c'est pas possible de demander à un HP d'arrêter de se poser des questions. Ou alors, ou alors quand on le fait, et ça arrive, il y a des personnes qui m'ont partagé qu'elles avaient mis le couvercle effectivement sur cette découverte parce que c'était trop intense. Mais à un moment ou un autre, parce que j'ai beaucoup de personnes dans les accompagnements ou bien personnes qui viennent juste me témoigner, à un moment ou un autre, ça réapparaît un jour. Okay. Donc, je ne pense pas que la solution soit celle-là, parce que sinon, ça revient, si j'arrête de me poser des questions, c'est que je n'écoute pas qui je suis et je continue à me suradapter et à un moment, ça devient épuisant et c'est comme ça qu'on a des burn-out, c'est comme ça qu'on peut complètement disjoncter. Donc, c'est cette période que j'appelle d'ailleurs la période de révolution-révélation. Révolution parce que c'est la découverte que mon mode de fonctionnement porte un nom, même si je ne suis pas tout à fait sûre du nom, etc. Et c'est pour ça que je parle de grille de lecture. Et ça me permet de enfin me réapproprier ces nouveaux points de repère. Et pour moi, c'est essentiel de prendre ce temps d'intégration qui peut prendre un certain temps. Moi, je me souviens, c'était une période où j'ai littéralement disjoncté quoi, pendant 12 mois, ça a été vraiment très intense pour moi. Quels ont été les changements? Alors moi, il y a eu un énorme changement, c'est celui que je vois chez beaucoup de personnes. Le premier changement, ça a été le changement de regard sur moi. Oui. Qui passait de non, je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas inadaptée au système. Alors, en quelque sorte, oui, parce que le système ne me convient pas, mais ça porte un nom. Et oui, j'ai des talents, oui, j'ai un potentiel. Et maintenant, je vais développer le potentiel. Et moi, il y a d'ailleurs eu un switch radical dans mon business. Je me suis autorisée beaucoup plus de choses. Okay, faut savoir qu'avant, j'ai enseigné dans une école de coaching et j'en parle dans le livre d'ailleurs où un jour il y a un monsieur qui se présente comme étant au potentiel. J'ai pas dormi la nuit qui suivait, moi je savais pas que j'étais concernée. Parce que je me disais, oh là là, en gros je disais un mec qui va aller à Harvard, c'est un cliché, hein, mais c'est vraiment ça que je me disais, qui est dans mon cours, mais moi je vais jamais être à la hauteur, je n'ai pas cette intelligence et ça va pas le faire quoi. Alors que le gars, voilà, je vais dire, il fonctionnait comme moi avec des points spécifiques, mais donc oui, ça a vraiment changé mon regard sur moi. Il y a eu une forme d'autorisation à être moi-même, à enfin accepter, à me dévoiler. Et d'ailleurs, les personnes qui m'ont connue, puisque moi c'était il y a 12 ans, les personnes qui me connaissaient il y a 12 ans et aujourd'hui disent waouh, moi, pour la petite histoire, mon premier site internet, donc c'était déjà le cas à l'époque où j'ai découvert mon potentiel, il n'y avait pas mon nom, et je suis coach, hein, il n'y a pas Incroyable. mon nom et il n'y avait pas ma photo. Ouais, on a cette tendance à dissocier les choses, à pas aligner. C'est très très bizarre ça. Parce qu'on n'assume pas que c'est nous. Ouais. J'ai eu ça aussi au début. Moi, c'était un jour une autre histoire. Je m'appelle plus Nancy Sinatra, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était deux entités différentes, alors qu'en fait, c'est une seule et même personne. Et donc oui, ça a changé énormément. Alors pas radicalement, hein, parce qu'il y a des personnes qui croient que le jour où j'ai découvert, il y avait la baguette magique et pouf, non.
Et il y avait 25 ans de travail perso, nettoyage traumatique, etc. Parce que j'ai eu une vie complexe, ok. Et ça, c'est venu mettre pour moi, ça se passe pas toujours dans ce sens-là, mais c'est venu mettre, c'est comme les rouages dans une montre, hein, c'est venu mettre la pièce centrale, ça a fait fonctionner tout le reste. Okay, alors c'est un peu rouillé, hein, mais il a fallu le temps, etc. Mais au fil des ans, moi je me rappelle en secondaire, quand en maths en particulier, j'avais une prof de maths qui m'effrayait beaucoup. Je savais, dès que j'étais au tableau, je perdais mes moyens. C'était le blanc, j'arrivais pas à parler, c'était la terreur, je dormais pas, etc. Aujourd'hui, j'ai donné une conférence au Grand Rex face à plus de 1000 personnes et moi, vous me dites demain, je recommence sans la préparer, j'y vais. Et c'est pas du bluff, j'adore ça. La découverte de mon potentiel a contribué à cette autorisation-là, en fait, de me dire, bah si, j'ai quelque chose à dire. Alors, c'est pas nécessairement par là que ça passe, hein. Je veux dire, ça parle de mon histoire, quoi, mais ça a changé beaucoup de choses. Et puis de reconnaître aussi que les choses que j'avais faites étant enfant, quand même, tous les enfants font pas ça, quoi. Bien sûr. Il y a quand même quelque chose voilà. Et donc, de reconnaître que oui, j'ai des talents. Ça ne me positionne pas au-dessus de qui que ce soit, parce que j'ai une valeur d'humilité qui est importante, mais ça me permet aussi, je donne juste un détail, que le nombre de fois où je pensais avant, si moi je sais le faire, elle sait le faire aussi, hein. J'ai dû être maltraitante avec certaines personnes. Parce que, comme je ne pensais pas que j'étais spécialement exceptionnelle, intelligente ou quoi que ce soit, je ne voyais pas pourquoi les autres ne savaient pas faire comme moi. Et donc, je mesure aujourd'hui combien, en tant que manager, avant d'être indépendante, etc., j'ai vraiment dû être maltraitante, quoi. Et je ne suis pas fière de ça, mais en même temps, ça peut donner du sens. Oui, mais après, vous en parlez dans le livre, hein, l'empathie, c'est comme l'intelligence émotionnelle. Hein, on a beau être au potentiel ou pas au tout potentiel, c'est quelque chose qui se travaille, ça demande du travail. Certains vont avoir les capacités et l'envie de le faire, d'autres pas. Et donc, ce qui compte, en fait, c'est de faire communier un peu les forces de chacun ensemble pour s'élever les uns les autres, puisqu'on a tout intérêt à aller bien et que dans notre environnement, les gens aient bien, puisque ça va nous élever les uns les autres, puisqu'on est tous liés. Alors, vous dites dans le livre, l'art de se perdre, c'est sortir des chemins brassés pour trouver une nouvelle voie. Et je voudrais savoir comment vous faites pour permettre notamment à vos accompagnés de retrouver du sens quand ils perdent leur repère, hein, parce que ça arrive souvent. Des fois, on le choisit, et puis on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Puis des fois, on ne le choisit pas et on a l'impression de le subir. Comment vous faites pour donner du sens pour que les personnes qui vivent des changements finalement se réalignent et retrouvent cette connexion au bonheur intérieur? Je reviens à l'alignement, justement, dans ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est les deux fameuses graines de connaissance et sagesse. Et donc, le processus est toujours le même. Le processus est simple, la façon de le vivre, pas forcément. Mais c'est toujours de reprendre ce temps, de revenir à soi. Et je dirais aussi, quand quelqu'un lit mon livre ou quand je donne des exercices ou une grille avec tous les critères du haut potentiel, de la haute sensibilité, etc., dire ne pas re-rentrer dans une autre norme, soi-disant parce que j'ai découvert que j'étais concernée par le haut potentiel. D'ailleurs, certaines personnes disent « Ah, je veux pas avoir une étiquette, etc. » Et en fait, là, derrière, il y a une peur. La peur, c'est de nouveau re-rentrer dans un truc tout fait, tout carré. Et en fait, c'est là où moi je dis, il y a des critères, une série vont vous parler, une série vont pas vous parler. La graine de connaissance qu'on cultive, c'est ça, c'est se réapproprier qu'est-ce qui me convient. Et peut-être que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas vrai demain, qu'il y a des choses qui vont évoluer, c'est ok. Mais qu'est-ce qui me parle dans la vraie moi? Et pour certaines personnes, c'est loin d'être évident parce qu'on s'est tellement adapté pendant des années que c'est un pas à la fois. C'est un processus qui n'est pas forcément rapide, qui peut l'être, mais pas forcément. Et j'invite vraiment à prendre ce temps à travers la connaissance de soi, à travers ses croyances, mais aussi à travers les expériences qu'on va faire et au retour au corps. Parce que le corps nous envoie plein d'informations. Le corps, quand c'est fluide, quand il y a de la vibration, etc., nous montre qu'on est sur la bonne voie. S'il n'y a plus de vie, j'invite aussi les personnes alors je travaille avec elles, hein, je les invite à reconnecter, à voir, mais tiens, qu'est-ce qui vibre au fond de moi? Et pour certaines, c'est super rapide, une fois de plus, et pour d'autres, ça ne l'est pas. Et donc, l'alignement, pour moi, c'est ces deux éléments-là. C'est aussi revisiter ses valeurs. Certaines personnes vont me dire, non, mes valeurs, elles n'ont pas changé. Je dis, ok, mais comment tu les interprètes?
Qu'est-ce que tu mets derrière telle valeur, etc. Ça peut fondamentalement changer en fonction de la découverte. Donc, c'est vraiment un chemin et qui repasse toujours par le retour à soi, la redécouverte de nos besoins. Et puis, un moment, c'est d'exprimer ses besoins. Toujours, alors j'insiste très très fort là-dessus, dans des environnements sécurisés, parce que le grand piège, et je l'ai vu chez beaucoup de personnes, je découvre que je suis haut potentiel. Pour certaines personnes, c'est ça que ça fait. Le monde est là, et il y a une ouverture incroyable. Mais on parle bien de potentiel. Le potentiel, pour qu'il se transforme en talent, ça demande du travail. Ça demande de faire un chemin de conscience. Ça demande de se sécuriser. Okay, et j'ai parfois vu des personnes qui sautaient dans le vide sans filet, qui lâchaient leur travail, qui quittaient une relation. Et peut-être que c'était le bon choix, mais la façon dont ça se fait n'était peut-être pas, ou le moment n'était peut-être pas le bon moment. Donc c'est vraiment de mettre de la conscience et d'avancer en conscience. Et il y a un message que j'ai envie de refaire passer ici aussi, c'est en reprenant sa responsabilité. Parce que dans ce processus de découverte, qui est un processus de deuil aussi, je peux en vouloir à mes profs, à mes parents, à mes psys, de ne pas avoir mis le mot haut potentiel ou haute sensibilité, etc. Et c'est OK d'en vouloir. Parce que ça fait partie du processus, hein, on n'a pas été reconnu dans nos besoins, etc. Il peut y avoir cette colère, etc. Par contre, j'invite vraiment à revenir à sa propre responsabilité. Le monde ne va pas changer alentour de nous. Moi, perso, j'ai été racontée à plein de personnes, j'étais tellement dans cette découverte incroyable. Il y a des personnes en qui je pensais que je pouvais avoir confiance, à qui j'ai été partagé plein de choses. Je me rappelle d'un collègue qui m'a dit fais un test, un bilan, et puis on en reparlera de ton potentiel. C'était super violent pour moi. Moi, je venais avec... je donnais du sens à mon mode de fonctionnement que ce collègue en question remettait en question. Alors, il y avait un raccourci. J'étais dans cette effervescence, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Prenons notre responsabilité, hein, revenons à nous, écoutons, et attention au début à qui j'aborde quoi, avec qui j'aborde quoi et comment, parce que de l'autre côté, la personne n'est peut-être pas forcément prête à m'entendre, ou ça va peut-être faire écho à ce qu'elle vit. Okay, mais voilà, il y a beaucoup d'infos là-dedans, mais ça, pour moi, c'est important. Alors, dans les émotifs talentueux, vous citez Albert Jacquard qui dit « Je suis le lien que je tisse avec les autres ». L'intelligence émotionnelle, c'est un art donc qui s'apprend, hein, je l'ai dit tout à l'heure, et tout comme voilà l'importance des relations, du travail qu'on va faire sur soi. Comment est-ce qu'on peut faire pour tisser un meilleur lien avec les autres, notamment parce que là on parle de différence au potentiel, mais en étant neurotypique, on peut se sentir aussi différent. En étant neuroatypique, TDAH, autiste Asperger, on a une certaine différence et parfois on cumule le tout, hein, ce que vous écrivez dans votre livre. Et donc, du coup, c'est difficile de fonctionner avec les autres, notamment en amour. Je suis love coach, hein, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'amour, voilà. Et du coup, comment on fait pour fonctionner avec l'autre quand effectivement on n'a pas le même niveau de conscience l'un et l'autre, ce qui arrive tout le temps, hein. C'est très très rare d'avoir des gens qui sont exactement au même niveau de conscience que nous, et vice versa d'ailleurs. Ouais. Alors c'est tout un chemin, je reviens toujours à la connaissance de soi, tes vrais besoins, de pouvoir bénéficier des expériences que nous vivons pour co-développer une fois de plus, être dans cette conscience et revenir, parce que comment est-ce que je sais finalement qu'un besoin est satisfait ou pas? Et c'est l'autre c'est souvent dans la relation avec l'autre que je peux encore mieux identifier mes besoins. Okay? Donc il y a toujours cette sécurité qui est là aussi. Je pense que c'est important de la travailler. Mais pour répondre à la question du lien, une fois de plus, pour moi, je n'ai aucun exemple d'un couple qui a fonctionné sur le long terme de manière épanouissante, sans à un moment donné revenir à soi, sans pouvoir se sentir... Je pense que la vraie question, je veux dire, même quand on n'a pas le même niveau de conscience, c'est est-ce que je m'autorise à être moi-même avec cette personne-là? Est-ce que je me sens suffisamment en sécurité? Okay? Sinon, moi, j'ai le curseur, parce que j'ai quand même travaillé assez souvent sur les relations toxiques, ça a été une de mes précédentes spécialisations. Quand il y a constamment le triangle dramatique, que l'autre est en train de me dire, etc., et que moi, je vois que je glisse là-dedans, que je n'arrive pas à en sortir, pour moi, ça, c'est une relation qui ne peut pas évoluer au niveau de la conscience. Mais c'est très difficile, ça, quand on a des années et des années de mariage. Oui.
Parce que on chamboule tout et quand on a des enfants au Oui, milieu, je me demande toujours si j'avais fait plus d'efforts, par exemple. oui, oui, oui. Et c'est Mais ça la grande difficulté du relationnel quand on co-construit justement pendant des années avec quelqu'un et que ça fonctionne. Et puis qu'à un moment donné, on a des besoins qui sont autres que l'autre et qu'on lui communique. Et qu'en fait, on se rend compte qu'on va plus ensemble dans la même direction. Et c'est compliqué parce qu'on chamboule tout. Et oui. souvent, bah, celui qui dans le triangle était un peu le bourreau gagne, hein, clairement. Hein. Ou pas. Ou pas, mais Ça attention, hein, demande, quand on ça est demande. victime, Oui, entre guillemets, hein, quand oui, oui. on est Je soumis, connais. il y a une position dominant-soumis qui fait que bah, c'est la personne qui va à un moment communiquer ses besoins qui va peut-être aussi tout perdre. Et c'est vraiment pas évident de sortir de ça. On se dit bah, Alors, autant y rester, au moins on perd pas nos enfants, on perd pas. ça, c'est un choix qui est difficile, je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire tout perdre? On parlait tout à l'heure de revenir à sa liberté. Moi, perso, Nathalie, je refuse, moi, de me perdre. Je veux bien perdre tout le matériel du monde et je sais combien c'est Ouais. difficile pour avoir accompagné et vécu moi-même une partie de ce trajet-là, mais me perdre moi, non. Et oui, je ne suis pas en train de dire que c'est facile quand il y a déjà un couple pendant des années, qu'il y a la maison, les enfants, le statut, etc. Waouh, ça demande beaucoup de courage, ça demande d'être entouré, ça demande d'être soutenu, mais une fois de plus, est-ce que je me choisis? Moi, c'est le terme que je dis toujours. Est-ce que je suis en train de me choisir ou pas? Après, oui, c'est un travail en profondeur parce que je rementionne toujours que quand on rentre dans des relations toxiques, je rappelle, hein, relation toxique, c'est quand à un moment donné, on est coincé et on n'arrive plus à sortir de ce triangle. Okay, et un tel point que c'est tellement compliqué qu'on ne voit plus l'issue. Okay, ça demande aussi de se questionner qu'est-ce qui fait que j'ai laissé faire, qu'est-ce qui fait que j'ai glissé là-dedans. Mais c'est ça, qu'est-ce qui résonne en moi qui fait que. Mais c'est super dur à comprendre. Moi, je vous assure, je fais un travail sur moi depuis des années, tout ça, et je sais qu'il me reste ça en moi. Et j'arrive pas à en sortir. Voilà, il y a un moment donné, et je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui sont dans mon cas. Oui, je suis certaine. Et je l'ai été. Donc, ça me touche. Merci pour ce partage. Je peux parler de moi parce que moi, je ne rentre pas dans ta confidentialité, quoi que ce soit. Et moi, j'en parle assez facilement. J'ai une histoire de relation toxique de longue durée. J'ai grandi dans des environnements toxiques, on va dire les choses comme ça. Ça m'a demandé à un moment donné de faire un travail de libération émotionnelle, un nettoyage traumatique et un gros nettoyage. Et je le relie à cette fameuse théorie de l'attachement. J'avais un attachement complètement insécure et j'ai laissé faire des choses. J'ai laissé faire des choses. Et ce qui m'a permis vraiment d'en sortir, c'est nettoyer, nettoyer, nettoyer. Il faut savoir que si on ne parle pas dans mon livre, j'étais pas prête à le faire. Aujourd'hui, c'est OK. Mais à l'époque où j'ai découvert mon potentiel, moi, j'ai explosé au niveau de tous ces traumas, etc. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que je me formais à la psychothérapie à ce moment-là. Et donc, j'avais un bon contenant et j'ai été soutenue, obligée de faire ce travail-là. Mais nettoyage traumatique avec des techniques qui passent par le corps. C'est ça. Ça a changé ma vie. Ouais. Et en fait, ce que ça fait un nettoyage traumatique, ça veut dire que ce que notre cerveau a enregistré comme étant normal, euh, toutes les études de neurosciences qui peuvent montrer ça aussi, mais que notre cerveau a enregistré comme étant normal et qui entre autres est ce que nous avons connu. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait quand on retrouve, quand on est dans une relation amoureuse, on va rechercher ce qui est du connu chez nous, okay, ce qui peut être du dysfonctionnel. Et tant qu'on ne nettoie pas ça, en remplaçant au niveau du cerveau, je dis ça très sommairement, hein, mais en remplaçant des nouvelles données, l'histoire peut se répéter, il peut y avoir des croyances limitantes qui sont encore là, etc. Mais par contre, c'est possible de le faire, parce que moi-même, j'ai fait ce nettoyage. Alors, je dis pas que tout est nettoyé, qu'il n'y a plus de croyances, etc., mais il y a quand même un bon paquet qui est parti. Voilà. Et j'ai accompagné des personnes là-dedans aussi. Okay, je ne le fais plus sur ce point-là aujourd'hui, mais je l'ai fait. Cette transformation de croyance qui nous permet vraiment de revenir à nous et nous choisir. Parce que si ça n'est pas nettoyé,
se choisir, c'est même pas une option puisqu'on n'a pas appris. Mais non, parce qu'on vit au travers de l'autre, même quand la relation nous éteint, quoi. Et ça, c'est le grand danger. C'est le grand danger parce qu'on vit à travers de l'autre, on attend que l'autre vienne nous sauver, même inconsciemment. Oui, Euh, et le piège, si on n'a pas quelqu'un qui a fait tout le job et qui n'est pas sécure en face de nous, oui. qui n'a pas cet attachement sécure, ben, le piège, effectivement, c'est que on glisse et on va peut-être glisser à deux. Ok. Donc ça vaut vraiment le coup de faire ce nettoyage de mémoire cellulaire traumatique et tout ça. Et ça peut paraître, parfois on a envie de dire oh non, non, je ne veux pas retourner là-dedans. Et il y a aujourd'hui des méthodes, je le dis, il y a des méthodes qui permettent de retourner là-dedans sans que ce soit douloureux et que ce ne soit pas nécessairement long. Et parfois, ça prend un temps. Mais ça permet de repartir sur un socle qui est vraiment un socle consolidé, bienveillant, sécure. Et pour moi, ça, parce que c'est quelque chose que je vis aussi, on n'est pas forcément sur des mêmes niveaux de conscience. Et il y a encore quelques mois, quelques années, j'aurais dit, s'il y a des trop grands écarts, ça ne peut pas marcher. Je suis moins sûre aujourd'hui, pour peu qu'il y ait une des deux personnes qui ait consolidé son attachement de façon sécure et qu'il y ait une ouverture du cœur. Et donc, que des deux côtés, il y ait cette conscience, ouh, là, je suis en train de glisser dans le rôle du sauveur, du truc, du machin, etc. C'est pas forcément gagné d'avoir face à nous un partenaire qui puisse être là-dedans aussi, mais pour moi c'est essentiel. Voilà. Ouais, en tout cas, le sens du développement personnel, et c'est bien, ça y est, j'ai eu la réponse à ma question, c'est effectivement de se connecter de plus en plus à soi pour avoir un sentiment de paix en fait dans son cœur, pouvoir donc ouvrir son cœur aux autres, et pouvoir aussi mettre ses limites pour que notre environnement soit le plus stable possible, à l'image de notre stabilité qu'on doit travailler avant tout. Et c'est ainsi qu'on peut s'accomplir et réaliser pleinement sa vie. Oui, et c'est pas binaire, j'insiste parce Oui. que moi, ça m'a saoulé pendant des années l'amour inconditionnel. Je je suis toujours pas en phase avec ça. Par contre, et ma rencontre avec Thierry Janssen, puisque j'ai fait le parcours de 3 ans à l'école de la posture juste, a chamboulé ma Ah vie sur oui, cette génial! Je notion-là. rêve de faire cette école. Ben voilà. Génial. Ouais. Thierry parle de l'ouverture du cœur. Et ce que j'ai vraiment conscientisé à travers ce parcours et aujourd'hui, je peux avoir le cœur ouvert là maintenant et dans 10 minutes, un truc qui se passe avec mon voisin, j'ai le cœur qui se ferme. J'ai envie de taper mon voisin. Je suis humaine, je suis parfaitement imparfaite, ok? Après, avancer en conscience et te dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Et je reviens, graine de sagesse, hein, pour remettre ça dans le modèle, graine de sagesse, mais pourquoi j'ai réagi comme ça? Ok, après on peut l'expliquer avec les neurosciences, etc. Mais la question c'est, comment je reprends ma responsabilité par rapport à ça? Est-ce que j'ai besoin de travailler en thérapie ou avec un coach? Ou est-ce que j'ai juste besoin de mettre de la conscience? Est-ce que j'ai besoin d'aller courir? Et ça, c'est en se connaissant, ok? Et je peux réouvrir le cœur. Je peux même aller dire à ma voisine, écoute, je suis désolée, tout à l'heure, j'ai eu une réaction que tu n'es peut-être pas appropriée ou quoi. C'est juste, tu sais, parfois, voilà, je fonctionne comme ça. Okay. Peu importe, il y a plein d'exemples, mais ça, je trouve ça important de dire que le cœur, il s'ouvre et il se ferme continuellement. Et de mettre de la conscience, qu'est-ce que j'ai le cœur ouvert là maintenant? Tous les jours, je ferme le cœur. Et c'est ok, ça fait pas de moi quelqu'un qui n'est pas éveillé. Et tous les jours, je me demande, ok, est-ce que mon cœur est suffisamment ouvert? Entre autres parce que le cœur ouvert crée de la détente. Oui. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Hein. Le cœur ouvert crée de la détente. Et il n'y a que dans la détente qu'on peut connecter à soi et à sa vraie nature, à sa nature profonde. Et en fait, on en revient de manière très simple, mais l'amour, peur. Est-ce que je suis dans la peur? Parce que se choisir, pourquoi on ne se choisit pas? C'est parce qu'il y a des peurs. C'est quelle est ma peur derrière ça? De ne plus être aimée, de me retrouver seule, de perdre ma liberté. Enfin voilà, c'est des questions ouvertes, hein, mais C'est génial. Ouais, c'est vraiment, c'est un travail sans fin de toute façon après oui. d'apprendre à se connaître. Ben, Mais après, je on a des relations qui sont beaucoup plus enrichissantes par contre, hein. Et c'est voilà, c'est toute la puissance de la ou pas, maturité émotionnelle ou pas, ou pas. ou pas, parce que moi je vois que sur mon chemin, j'en parle un peu dans mon livre.
En fait, je dis, au plus on s'éveille, au plus on se connaît, et puis au moins il y a un monde aussi si on a besoin d'un enrichissement intellectuel, enfin de connexion avec cette richesse intellectuelle. C'est comme quand on monte sur une montagne, et ça n'a rien de, je dis ça avec humilité, bah, plus on monte, on va vers le sommet, au moins il y a de monde, Ça, c'est ok? vrai. Et Ouais, ça, donc, c'est vrai. Ouais. Ouais, ouais, ouais. donc c'est ça. Et la question, c'est comment je fais de temps en temps. Moi, j'ai beaucoup d'amis. Il y a des amis qui ne sont pas forcément concernés par ce besoin de sens. Moi, j'adore, c'est parler. J'ai quelques amis, c'est les questions existentielles. Je suis, mais j'adore parler de ça. Okay? Il y en a avec qui ça ne marche pas du tout. Ok? Mais de temps en temps, j'aime bien aller au cinéma avec des personnes comme ça, se faire un bon petit repas, on va aller marcher. Voilà, c'est pas forcément avec ces personnes-là que j'ai envie de partir en vacances aujourd'hui. C'est pas là où je vais trouver mon amoureux, mais néanmoins, je vais dire, ça fait partie de ma vie. Et puis, il y a des personnes où je sais que, voilà, c'est ok si je les croise, mais je suis pas capable d'avoir des temps seuls avec ces personnes-là, soit en énergie, ou soit au côté intellectuel, mais ça fait pas de ces personnes-là des personnes pas ok. Non, c'est juste qu'on vibre pas pareil en fait. C'est une question de vibration et il y a effectivement pour tout le monde. Ben, vous l'avez bien dit en fait, rien n'est binaire. Au final, ben, dans les relations, c'est pareil. On n'a pas que des relations faciles. Au contraire, en fait, pour évoluer, il faut aussi de la difficulté, de l'expérience, qu'elle soit positive ou négative. La relation est un espace de développement. Je reviens Exactement. toujours à ça. Et donc, pour terminer, Nathalie, bah là, vous écrivez un nouveau livre. Vous nous direz sur quoi c'est, j'espère. Mais les Avec émotifs plaisir. talentueux sont aussi des personnes en quête de sens, forcément, Oui, le oui. titre de cette émission. Qu'est-ce que vous auriez à dire? 3 conseils pour leur donner l'envie de lire ce livre, hein, qui est génial. Hein, je vous dis, moi, je l'ai adopté. L'essayer, c'est l'adopter. Et qui sont donc en quête de sens aujourd'hui. Si c'est important pour vous d'apprendre à vous connaître, de trouver des clés, ben voilà, hein, c'est mon premier conseil. Je reviens à cette graine de connaissance, hein, c'est apprendre à se connaître, mais sans rentrer à nouveau dans une norme, sans se coincer dans une grille de lecture. C'est ok, chacun est unique, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on n'a pas énormément parlé du corps, du ressenti, etc., mais c'est essentiel. La tête et le corps, c'est pas deux entités, hein, ça va ensemble. Et comment je peux connecter? Pour moi, les bonnes décisions, les bons choix sont jamais pris par la tête. Ils sont d'abord pris par le corps. Okay. Alors après, évidemment, on a notre mental et notre intelligence pour soutenir ça, effectivement, hein, okay, pour mettre en action, pour aller dans une énergie plus masculine. Donc ça, c'est la deuxième clé. Il y a plein d'exercices dans le livre, d'ailleurs, qui permettent d'aller là-dedans, de mettre en mouvement. Et je dis mettre en mouvement, parce que mettre en action, on se fait un truc dur, quoi. On peut aussi se fiche un peu la paix de temps en temps. Et alors, le troisième aspect, c'est avoir le courage d'exprimer qui nous sommes. C'est mes deux autres graines, la graine de courage et le grain de folie. En fait, on n'en a pas parlé de ce grain de folie, mais grain de folie, c'est celui qui permet de nous montrer tel que nous sommes. Mais, et c'est là où dans la clé, à ne pas faire avec tout le monde n'importe comment, faire dans des endroits et dans des environnements dans lesquels nous nous sentons en sécurité. Et petit à petit, ça nous permet de construire et de reconstruire notre estime de nous. Et ça, c'est primordial. Voilà les 3 conseils. Ben, merci Nathalie, c'est super. Voilà, donc bien choisir aussi son environnement, quoi, qui est le sujet de mon mémoire. En quoi notre environnement favorise ou entrave Voilà. notre santé mentale. Ah bah voilà, mais on en revient à la première graine, à la graine de sagesse. On le sait parce qu'on le teste, que non, ça c'est pas bon pour moi. Je fais plus ça, j'ai bien aimé, je continue. Exactement. Vous écrivez C'est quoi, un Nathalie? peu binaire ça, mais... Ouais. Pardon? Vous écrivez quoi alors, Nathalie, en ce moment? Alors, j'écris le prochain 5 graines pour cultiver sa vraie nature. Donc, on est toujours hein, dans ce besoin, en ce qui me concerne, de ramener les gens à qui ils sont, hein, de pouvoir favoriser notre unicité pour aller vers une vie qui est plus alignée, audacieuse et inspirée. Et je me base sur ce modèle 5 graines dont j'ai un peu parlé. Je l'explique et la structure est assez similaire à celui-ci avec des exercices, des études de cas, des partages, des modèles, des résumés, etc. J'ai vraiment envie de transmettre ce modèle au monde parce que
Il est à la fois simple, simple à comprendre, mais en même temps extrêmement riche. Oui. Il nous permet toujours en information. Moi j'avais besoin d'avoir une boussole pour savoir où je me situe, ok. Et chaque fois, je reviens. Je vis un truc, ok, je suis dans mes graines. Donc voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre au monde aujourd'hui. Bon, commencez par lire déjà le premier livre. Et puis, j'espère qu'on se retrouvera à l'occasion d'un prochain entretien sur les belles graines à semer pour être heureux, être bien dans sa tête, dans sa peau, avec les autres, dans notre environnement. Merci Nathalie. Merci aussi. C'est un plaisir d'échanger, avec grand plaisir pour le prochain. Si vous aimez trouver du sens et de la profondeur dans votre vie, dans vos échanges, eh bien vous êtes sur la bonne chaîne. Abonnez-vous à Nancy Sinatra officielle. À très vite.